Le 30 janvier 1933. C'est la date précise où le destin de l'Allemagne a basculé dans le néant. Adolf Hitler s'empare de la chancellerie. Ce n'est pas une simple transition politique, c'est un écrasement total. La démocratie est broyée sous les bottes du nouveau régime. Sur les images d'époque, on voit les défilés interminables. Des milliers de torches éclairent la nuit berlinoise. Mais Hitler n'a pas agi seul. Derrière cette ascension fulgurante se tenait une armée de l'ombre, 3 millions de soldats d'assaut, les tristement célèbres chemises brunes de la SA. Comment le parti a-t-il pu dominer la rue si rapidement? La police était impuissante, mais la terreur des SA était absolue. Leur violence brutale a pavé la route du pouvoir avec du sang. Pourtant, la gratitude n'existe pas en politique. À première vue, une alliance indéfectible, mais en réalité, une menace mortelle pour le Führer. Moins de 2 ans plus tard, le scénario a changé. Hitler a orchestré le massacre de ses propres alliés. Une seule nuit de traîtrise. Une purge mécanique et froide. Parmi les exécutés figurait Karl Ernst, un homme au parcours violent. Il a débuté comme simple videur de boîte de nuit. Il s'est hissé au rang de commandant impitoyable de la SA. Mais l'ambition était devenue un crime. Les documents relatent sa fin, arrêté, transporté, aligné contre un mur. Il a été abattu par le monstre qu'il avait lui-même aidé à créer. Une rafale de balles a mis un terme définitif à son ascension, né en septembre. Le 1er septembre 1904. C'est la date qui marque le début de tout. Dans les quartiers ouvriers crasseux de Berlin, Karl Ernst est sorti des ruines de l'Allemagne impériale. Il n'avait rien, juste de l'ambition et de la violence dans le sang. Son père était un ancien cavalier, il avait survécu à la Grande Guerre, mais il n'est pas rentré pour vivre en paix. Il est devenu garde du corps salarié pour Friedrich Flick. Ce n'était pas n'importe qui. C'était l'un des industriels les plus notoires d'Allemagne. Ces usines allaient non plus tard alimenter la machine de guerre d'Hitler. L'éducation du jeune Ernst s'est arrêtée net à l'école primaire. Entre 1918 et 1921, il a tenté de s'en sortir. Il a suivi un apprentissage commercial. Il a appris le métier de l'export. Mais le travail de bureau l'étouffait. Il ne pouvait pas rester assis. Sa faim de pouvoir était trop grande. Ernst a enchaîné les petits boulots, groom d'hôtel, employé de commerce. Rien ne suffisait. Puis, il a trouvé un poste révélateur, videur dans une boîte de nuit gay, au cœur de la scène souterraine décadente de Berlin. Pourquoi ce travail précis? L'argent était facile et l'ambiance brutale. Mais ce détail allait devenir une arme. Ses ennemis allaient s'en servir. Les murmures sur sa vie privée ne s'arrêteraient jamais. Il le hanterait jusqu'à son exécution. L'année 1923 a tout changé. L'économie allemande s'est effondrée sous l'hyperinflation. Le chaos politique a envahi les rues. Ernst a trouvé sa véritable vocation. Il a rejoint la Sturmabteilung, la SA, la force de terreur paramilitaire d'Hitler. La SA n'est pas née de rien. Elle a surgi des cendres des corps francs, des bandes paramilitaires indépendantes. C'étaient des vétérans de la Première Guerre mondiale. Ils refusaient d'accepter la défaite humiliante de l'Allemagne. Dès 1921, les chiffres sont effrayants. 400 000 hommes avaient rejoint ces groupes militants. Ils canalisaient leur rage dans des batailles de rue. Ils traquèrent les communistes. Ils frappaient quiconque était blâmé pour l'effondrement du pays. À première vue, une simple division de gymnastique et de sport en Bavière. Mais en réalité, une fraternité violente prête à tuer. Rapidement, ils sont devenus la Sturmabteilung. Ils ont enfilé leurs chemises brunes distinctives. C'était un uniforme conçu pour l'intimidation. Leur mission ne souffrait aucune ambiguïté. C'était la force de sécurité personnelle d'Hitler. Il fallait écraser les partis d'opposition. Tous les moyens étaient au bon. À l'image, on voit des poings, des gourdins et finalement des balles. Ils appliquaient pas les ordres nazis par la force brute. Mais la première opération majeure a été un échec catastrophique. Les 8 et 9 novembre 1923. Hitler a mené ses chemises brunes dans la rue, le putsch de la brasserie. L'objectif? Renverser le gouvernement allemand par la force. La police de Munich les attendait. On entend le claquement sec des culasses, puis les tirs. Les insurgés nazis ont fait face à une fusillade chaotique. 16 troupes d'assaut sont tombées. 4 officiers sont morts sur le pavé. Hitler a été arrêté sur le champ. Le tribunal l'a condamné pour haute trahison. La sentence, 5 ans de prison. Mais la pression politique était trop forte. Il a servi à peine 8 mois avant d'être relâché. En février 1925, Hitler a reconstitué le parti. La machine était relancée. 3 millions d'hommes. C'était la taille de l'armée privée qui a fini par éclipser les forces militaires officielles de l'Allemagne.
La SA ne s'est pas contentée de grandir, elle a envahi le pays. En 1926, seulement 6000 soldats d'assaut marchaient à Weimar. Mais 4 ans plus tard, les rangs ont explosé, 60 000 membres. Pourquoi une telle augmentation? La Grande Dépression a servi de carburant, mais le désespoir des chômeurs était plus fort que la politique. Des hommes sans travail, affamés, ont inondé les bureaux de recrutement. Les chiffres donnent le vertige. Janvier 31, 77 000. Novembre 31, 221 000. En août 32, ils étaient 445 000. À l'image, une marée de chemises brunes qui sature les rues de Berlin. Avril 1934, Hitler prend la chancellerie. La SA atteint 3 millions de membres. L'armée professionnelle allemande ne fait plus le poids face à cette masse. Karl Ernst a surfé sur cette vague de violence. Entre 1927 et mars 31, il travaille au quartier général de la SA à Munich. Mais ce n'était pas assez pour lui. Sa véritable chance s'est présentée avec la révolte de Stennes, une rébellion interne à Berlin. Une fois la poussière retombée et les traîtres purgés, Ernst a pris du galon. Avril 31, il devient adjudant de la SA de Berlin. Il reçoit sa carte du parti nazi, numéro 4, 156 153. Il devient le bras droit de Wolf Heinrich Graf von Helldorf, le commandant des troupes de choc de la capitale. Ils n'ont pas perdu de temps. Le soir du 12 septembre 1931, c'est le Nouvel An juif. Mais Ernst et Helldorf ont prévu une toute autre célébration. Ils lâchent 1000 voyous de la SA sur le Kurfürstendamm. À première vue, l'un des boulevards les plus élégants de Berlin. Mais en réalité, une zone de guerre urbaine. Les miliciens ont attendu la sortie de la synagogue. Ils ont attaqué les fidèles. Ils ont frappé les passants au hasard. On entendait les os craquer et les vitrines voler en éclats. Les cris résonnaient. « Mort aux Juifs ! Battez les Juifs à mort !» Ce n'était pas une bagarre spontanée, c'était une terreur antisémite calculée, froide et brutale. La police a inculpé Helldorf et Ernst pour trouble à l'ordre public. Ernst a pris la fuite, il s'est caché. Pour sa défense, il a engagé Roland Freisler et Hans Frank. Retenez ces noms. Ces avocats deviendront plus tard les bourreaux les plus notoires du régime nazi, novembre 31. Le verdict tombe, 6 mois de prison. Mais la justice de Weimar était déjà à genoux. En février 32, la condamnation est annulée. Ernst a simplement payé une amende. Il est ressorti libre, prêt à recommencer. La situation a empiré. La SA ne faisait pas que grossir. Elle se radicalisait sous les ordres d'Ernst Röhm. Röhm, vétéran de la Première Guerre mondiale, le visage marqué de cicatrices, transformait ses troupes en machines de guerre. Mais Röhm avait une faiblesse. Son homosexualité était un secret de polichinelle. En 1931, la presse social-démocrate publie des lettres privées. Röhm y décrit son orientation. Le scandale éclate au sein du parti. Beaucoup de chefs de la SA partageaient les mœurs de Röhm, dont son adjoint Edmund Heinz et Karl Ernst. Sur les images d'archives, on voit ces hommes paradés, intouchables. La relation d'Ernst avec Paul Röhrbein, un ami riche de Röhm qui n'était même pas membre du parti, est devenue le sujet de toutes les conversations à Berlin. Les critiques étaient féroces. Ils ont donné à Ernst un surnom humiliant, Frau von Röhrbein, Madame Röhrbein. L'insinuation était claire. Ernst aurait couché pour obtenir son pouvoir. Les rumeurs parlaient d'une triple alliance Röhm-Röhrbein-Ernst. Les ennemis du régime décrivaient une clique homosexuelle contrôlant les soldats d'assaut de Berlin. La tension était palpable dans chaque taverne de la ville. Le 26 juin 1931, tout a explosé. Un nazi nommé Walter Bergmann a trouvé Ernst et Röhrbein ensemble dans un pub berlinois. Il n'a pas chuchoté, il a hurlé pour que tout l'établissement entende. On entend le fracas des chaises qu'on repousse. Bergmann a pointé le doigt. Il les a traités de parasites du parti, de prostituées mâles, de sodomites maudits. Il a demandé qui avait laissé la réputation du parti sombrer ainsi. Ce n'était plus de la politique, c'était de la haine pure. L'honneur ne suffisait plus pour faire taire les rumeurs. Ernst a juré sur sa vie qu'il n'était pas homosexuel. Il a nié chaque accusation. Mais les murmures dans les couloirs du parti ne se sont jamais arrêtés. Pourquoi Ernst prenait-il tant de risques? Il se croyait intouchable grâce à ses connexions, mais cette assurance allait causer sa perte. On raconte qu'Ernst participait à des orgies sur le yacht d'Erich Hanussen. Hanussen n'était pas un simple civil, c'était un mystique juif et un escroc notoire qui prêtait des sommes colossales aux hauts gradés nazis. L'argent coulait à flot. Les soirées étaient décadentes.
Mais la générosité de Han Hussein ne l'a pas sauvé. L'argent n'achète pas la loyauté des nazis. Malgré les faveurs financières, Ernst n'a montré aucune pitié. Il a participé personnellement au meurtre de Han Hussein en 1933. Une trahison froide et brutale. La carrière d'Ernst a pourtant continué son ascension fulgurante. En décembre 1931, il dirigeait déjà l'état-major du groupe SA de Berlin-Brandebourg. Il est rapidement devenu adjudant avec le rang de SA Oberführer. L'ascension ne s'est pas arrêtée là. De juillet 1932 à mars 1933, il a pris la tête du sous-groupe SA de Berlin-Est. Le 1er mars 1933, nouvelle promotion, SA Gruppenführer. 15 jours plus tard, il remplaçait le comte Eldorf. Ernst contrôlait désormais chaque membre des troupes d'assaut dans la capitale allemande. Sur les photos d'époque, on voit son arrogance. Uniforme impeccable, regard dur, entouré de ses hommes, il a cumulé les mandats au Reichstag entre juillet 1932 et novembre 1933. En août de la même année, Hermann Göring l'a nommé au prestigieux Conseil d'État prussien. Ernst était au sommet. Mais tout a basculé avec une odeur de brûlé. Le 27 février 1933, les flammes ont ravagé le bâtiment du Parlement allemand. Le Reichstag brûlait. Les sirènes hurlaient dans la nuit berlinoise. Les nazis n'ont pas perdu une seconde. Ils ont immédiatement accusé les communistes. Ils ont parlé d'un complot visant une révolution violente. Hitler a exploité la crise avec une efficacité redoutable. Il a fait passer le décret de l'incendie du Reichstag. Ce n'était pas une simple loi, c'était la fin de la démocratie. La protection du peuple et de l'État a servi de prétexte pour anéantir les droits constitutionnels. Liberté de réunion, liberté d'expression, liberté de la presse. Tout a été détruit en une signature. La police pouvait désormais arrêter n'importe qui sans motif. Les cellules se sont remplies. Ce décret a pavé la voie légale vers la dictature nazie absolue. Les soupçons se sont portés sur Karl Ernst. Certains historiens avancent une théorie précise. Ernst aurait dirigé une petite escouade de la SA à travers les passages souterrains reliant le palais du président du Reichstag au bâtiment principal. Ils auraient allumé le feu eux-mêmes avant de disparaître dans l'ombre. À première vue, un acte de terrorisme isolé commis par un fou. Mais, en réalité, une opération calculée pour verrouiller le pouvoir. Cependant, le consensus historique reste différent. La majorité des experts affirment que Marinus van der Lubbe, un communiste néerlandais, a agi seul en tant qu'incendiaire. On a retrouvé l'homme sur place, torse nu et confus. Mais la situation politique a continué de se dégrader. En 1934, la SA était devenue un fardeau politique insupportable. 3 millions de membres. Ils étaient plus nombreux que la Reichswehr, l'armée professionnelle allemande. L'équilibre des forces s'était rompu. Ernst Röhm ne cachait plus ses ambitions. Il voulait absorber l'armée sous son commandement suprême. La réputation de la SA était désastreuse. Violence de rue en état d'ivresse, scandale d'homosexualité. Tout cela embarrassait Hitler lors de ses négociations avec les élites conservatrices. Le président Paul von Hindenburg et le vice-chancelier Franz von Papen ont lancé un avertissement clair. Contrôlez vos éléments révolutionnaires. Sinon, ce sera le coup d'État militaire et la loi martiale. Hitler n'avait plus le choix. Il devait trancher entre son vieux camarade Röhm et les piliers du pouvoir traditionnel allemand. Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich ont vu une opportunité en or. Les chefs de la SS, l'organisation rivale de la SA, sont passés à l'action. En avril 1934, ils ont commencé à conspirer avec Hermann Göring. Il fallait des preuves, ils les ont fabriquées. Sur les documents falsifiés, on lit des accusations gravissimes. Röhm aurait accepté 12 millions de Reichsmark de la France pour renverser Hitler. Cela équivaut à 60 millions de dollars aujourd'hui. Une somme astronomique pour une trahison imaginaire. Le 24 juin, les officiers SS ont présenté ces faux documents. Ils prouvaient soi-disant qu'un coup d'État de la SA était imminent. Hitler a examiné le dossier. Il a donné son feu vert. La purge était autorisée. Himmler, Heydrich et Göring se sont mis au travail. Ils ont compilé les listes de la mort, des cibles à l'intérieur et à l'extérieur de la SA. Personne n'était à l'abri. Les noms s'alignaient, sur le papier. La nuit des longs couteaux a été fixée au 28 juin 1934. Le 28 juin 1934, c'est la date exacte où le piège s'est refermé sur la direction de la SA. Adolf Hitler a envoyé un ordre clair à Ernst Röhm. Il a convoqué les hauts dirigeants des sections d'assaut à Bad Wissey. C'était une station thermale bavaroise paisible. Mais ce n'était pas une invitation de courtoisie. C'était une mise en scène pour une exécution de masse.
Au matin du 30 juin, le calme de la station a volé en éclats. Les unités SS ont investi les lieux. Elles étaient recommandées par Theodor Eicke, le commandant du camp de concentration de Dachau. Il n'y a eu aucune négociation. Eicke et ses hommes ont enfoncé les portes et ont tiré les officiers de leur lit. Röhm et son état-major ont été arrêtés brutalement. Ils ont été jetés dans des camions et transportés vers la prison de Stadelheim à Munich. Pourquoi Hitler a-t-il hésité pour Röhm? Les autres étaient déjà morts. Mais le Führer reculait devant l'exécution de son vieux camarade. Cette hésitation n'a duré que 24 heures. Dans la cour de la prison, les pelotons d'exécution SS travaillaient sans relâche. La plupart des officiers ont été fusillés immédiatement contre les murs de briques. Le 1er juillet, l'ordre final est tombé. Eicke est entré dans la cellule de Röhm. Il n'a prononcé aucune sentence. Il a simplement levé son arme et a abattu le chef de la SA à bout portant. À l'image, le corps gît sur le sol de la cellule. Les preuves historiques montrent une réalité tragique. Röhm est resté loyal jusqu'à la dernière seconde. La propagande nazie parlait de trahison et de complot. C'était un mensonge pour justifier le massacre. Mais ce n'était que le début. La purge s'est étendue à tout le pays. Les SS ne visaient pas seulement la SA, ils éliminaient tous les obstacles politiques. Le général Kurt von Schleicher, le prédécesseur d'Hitler à la chancellerie, a été abattu chez lui. Sa femme est morte à ses côtés. Les conservateurs critiques, les nationalistes de droite, les anciens alliés devenus gênants, tous ont été visés. Entre le 30 juin et le 6 juillet, le bilan officiel était de 90 morts. Les estimations réelles dépassent les 200 victimes. Le destin de Karl Ernst illustre la brutalité de cette journée. Le 30 juin 1934, Ernst ne pensait pas à la politique. Il était à Bremerhaven. Il s'apprêtait à monter à bord d'un navire. Destination: Madère. C'était sa lune de miel. Il était accompagné de sa nouvelle épouse et de son ami Martin Kirschbaum, qui avait financé le voyage. Les valises étaient prêtes. L'ambiance était à la fête. Soudain, tout a basculé. Un mandat d'arrêt est arrivé de Berlin. Ernst n'a pas eu le temps de protester. Il a été saisi et passé à tabac sur place. Les soldats l'ont remis à un commando SS dirigé par Kurt Gildisch, l'un des gardes du corps personnel d'Hitler. Le voyage de noces s'est transformé en calvaire. Les hommes de Gildisch ont torturé Ernst. Ils l'ont interrogé avec une violence inouïe. Ensuite, ils l'ont jeté dans un avion spécial. L'appareil a atterri à l'aéroport de Tempelhof à Berlin. De la piste, on l'a traîné jusqu'aux casernes de la SS. À première vue, un prisonnier politique standard, mais en réalité, un homme condamné avant même son arrivée. Le 30 juin, Karl Ernst avait 29 ans. Il s'est retrouvé face à un peloton d'exécution. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'était la Leibstandarte, SS Adolf Hitler, la garde d'élite. Sur le certificat de décès, une heure précise est inscrite, 9h37. Le cynisme du régime était total. La radio a annoncé son exécution plusieurs heures avant qu'elle n'ait lieu réellement. Mais Ernst ignorait tout cela. Jusqu'au bout, il a cru à une terrible méprise. Il pensait que les SS agissaient sans l'accord du Führer. On entend le bruit des culasses qui s'arment. Son dernier geste fut un salut nazi. Il est mort, avec la loyauté aux lèvres, saluant l'homme qui avait signé son arrêt de mort. Contrairement aux rumeurs de l'époque, sa femme a été épargnée. Elle a été placée en détention préventive. Le 14 juillet 1934, les portes de la prison se sont ouvertes pour elle. Elle a survécu à la guerre et a vécu à Berlin jusqu'à sa mort en 1982. La purge était terminée. Le pouvoir d'Hitler était désormais absolu. Le 13 juillet 1934, Hitler est monté à la tribune du Reichstag pour valider le massacre. Comment justifier un bain de sang politique? Il suffisait de mentir. Le chancelier a affirmé qu'Ernst Röhm et le général von Schleicher étaient des traîtres à la solde de la France. Sur les images d'archives, on voit les députés applaudir frénétiquement. Le Parlement allemand n'a pas contesté. Il a déclaré les exécutions légales avec effet rétroactif. Cette nuit sanglante a prouvé une chose au monde. Pour le régime nazi, le meurtre n'était plus un crime. C'était devenu un acte de politique d'État pour la survie de la nation. Mais l'ambition d'Hitler ne s'arrêtait pas là. Le 1er août 1934, la machinerie s'est accélérée. Le président Hindenburg se mourait. Le cabinet d'Hitler n'a même pas attendu son dernier souffle. Ils ont voté une loi sur la fonction suprême du Reich. Le texte stipulait qu'à la mort du président, ce poste fusionnerait avec la chancellerie. Un nouveau titre allait naître, le Führer. À première vue, une simple réforme administrative, mais en réalité, la prise de contrôle totale de l'Allemagne. 9h du matin, le 2 août.
Le maréchal Hindenburg s'est éteint dans son domaine de Prusse orientale. Il avait 87 ans. Les télégrammes ont circulé instantanément. En quelques heures, Hitler a appliqué son plan. Il s'est proclamé Führer avec un pouvoir absolu. L'étape suivante était cruciale pour verrouiller le pays. L'armée allemande a reçu l'ordre de prêter un nouveau serment. On entend le bruit sec des bottes qui frappent que le pavé. Ce n'était pas une promesse de fidélité à la Constitution, ce n'était même pas un serment à l'Allemagne. Les soldats ont juré une obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler en personne. L'armée était désormais son instrument privé. Le 19 août, un référendum a validé la fusion des bureaux. Les bulletins ont confirmé le fait accompli. Et Karl Ernst dans tout cela? Personne ne l'a pleuré. À l'image, les visages fermés des anciens camarades du parti. La nuit des longs couteaux a révélé la véritable mécanique du pouvoir totalitaire. La loyauté passée ne signifie rien dès que l'on devient gênant. Hitler a fait assassiner les hommes qui avaient brutalisé ses ennemis. Il a tué ceux qui avaient terrorisé l'Allemagne pour lui offrir le trône. Le cycle était bouclé. Ces archives n'auraient jamais dû faire surface. Si cette plongée vertigineuse dans les secrets les plus sombres de l'Allemagne nazie vous a marqué, une action s'impose. Abonnez-vous immédiatement à Veil History. Pourquoi le faire? Parce que l'oubli est le véritable ennemi. Cliquez sur le bouton j'aime. C'est le seul moyen technique de signaler que ces faits comptent. À première vue, une simple vidéo. Mais en réalité, un document témoin d'une trahison brutale. Écrivez un commentaire. Analysez les preuves présentées. Dites-nous ce que vous pensez de cette mécanique impitoyable. Partagez ce rapport avec ceux qui ont le courage d'affronter les vérités terrifiantes de la Seconde Guerre mondiale. Ne gardez pas ce savoir pour vous. Nous exhumerons bientôt d'autres dossiers classés. D'autres crimes cachés attendent d'être révélés. Ne manquez pas la prochaine investigation. Merci de suivre Veil History.